femme-là juridique. Voilà quelqu'un, on lui demande pourquoi ils ne peuvent pas présenter un candidat. On s'attend à ce que, en bon professeur qu'il est, il se réfère à la loi, mais il dit ils n'ont pas de représentants. En vertu de quelle loi n'ont-ils pas de représentants? Les élus du SDF qui ont démissionné et qui se sont retrouvés à l'intérieur du MRC appartiennent désormais au MRC. Article 3, alinéa 4 de la loi numéro 90/56 du 19 décembre 90, nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. La vie est facile, hein, sauf quand des criminels de l'éducation comme Onangini viennent s'agiter et hurlent dans les plateaux télé pour mentir. La loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. Ça ne vous plaît pas que la loi permette au MRC de se présenter, mais digérez, car telle est la loi. Ah bon? Ils font de la sorcellerie, c'est-à-dire ils disent que non. Vous dites que c'est du fable. Je dis que c'est du fable juridique. Chez toi, c'est du con cognitif. Compreneurs comprennent. Ils font de la sorcellerie en disant que être représentant ne signifie pas qu'on ait été élu. Oui, car vous avez validé l'UPC également. Il y a 30 sénateurs nommés sur les 100 sénateurs que compte la République du Cameroun. Ce qui fait que l'UPC est représenté à l'Assemblée nationale parce que actuellement ils ont un sénateur en leur sein. Donc tu peux être un représentant sans pour autant que tu aies été élu. Tu peux être un représentant nommé. Mais là n'est même pas le débat en ce qui concerne le MRC. Nous sommes dans un code électoral. Quand on parle de représentation dans un code électoral, c'est essentiellement par la modalité élective. Il n'y a pas de représentation politique dans le code électoral qui ne passe par la médiation de l'élection. Mais comme ils ne se sont pas présentés, il faut maintenant jouer sur le mot. Il n'y a pas de représentation dans le code électoral qui ne passe par la médiation de l'élection. Bon, enfin, j'ai dit que c'est pas le débat, mais bon, quand on a un piètre personnage qui vocifère, on est obligé de réagir à chaque fois. Les 30 sénateurs peuvent bien, justement, représenter à un instant T une formation politique à l'Assemblée, enfin, à la Chambre haute. Et du coup, un parti politique, en vertu des sénateurs qu'il possède, porte un candidat aux élections sans que le sénateur ou les sénateurs que comporte ce parti aient été élus, parce qu'ils ont été nommés. Donc le code électoral intègre aussi ces sénateurs-là, il intègre donc aussi des représentants qui ne soient pas issus d'une élection. Enfin, on va venir au vif du sujet, ça c'est même pas le sujet, c'est un misérable individu qui, incroyable, distille la bêtise dans l'espace public camerounais, c'est terrible. Pour dire non, l'article 121 ne dit pas que représenter, c'est avoir été élu. Mais c'est de quelle représentation qu'on parle? On ne parle pas de représentation commerciale. On ne parle pas de représentation judiciaire. On ne parle même pas de représentation diplomatique. Et c'est là où je dis qu'en fait, il confond les formes de représentation et patrimoine le professeur Moïse Timtuan parce qu'il est privatiste. La représentation en droit public et la représentation en droit privé, c'est deux choses différentes. Le mandat de droit public est un mandat qui est lié à la plénitude potestatis, c'est-à-dire la pleine puissance qui est associée à la souveraineté. Il est obligé d'utiliser une locution latine pour donner plus de puissance à ce qu'il dit. On fait tout ça, mais ça ne transforme pas mensonge en vérité. Tu peux dire pleine puissance, point final, et après tu continues. Mais pour meubler le mensonge, évidemment, tu fais un habillage, un remplissage qui n'apporte rien du tout, aucune valeur ajoutée. Enfin, laissons-le finir d'abord. Qui est acquis sur la base de la souveraineté n'est pas un mandat aliénable, n'est pas un mandat tangible, n'est pas un mandat transmissible, n'est pas un mandat transférable. Autrement dit, on ne peut pas faire commerce de ce mandat. Comme disait M. Elimbi Lobé, quelqu'un est élu au SDF, on le débauche et on dit qu'on a des élus parce qu'il est venu dans le MRC. Ça, c'est un scandale. Voilà pourquoi je parle de sorcellerie juridique. C'est de niveau. Merci, hein.
Le scandale, vous venez d'écouter le scandale. Onan Guinée est lui-même un scandale ambulant. Et en plus, il crie. Comme tous les menteurs, il crie. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Le mandat n'est pas tangible, n'est pas transférable, n'est pas transmissible. Et il crie, il vocifère. Qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? Onan Guinée se considère comme étant la loi. Il crie un mensonge, il répète le mensonge en hurlant, il est persuadé que comme il a mis le décibel très haut, ça devient la vérité. La loi dit que tout mandat impératif est nul. Onan Guinée dit que le mandat est impératif, dont le mandat n'est pas transmissible. La loi dit que le mandat est transmissible. La loi de toutes les lois dit que le mandat est transmissible. Le mandat n'est pas impératif. Onan Guinée dit que la loi est intangible. Enfin, le mandat est intangible. Il n'est pas transférable. Oh Seigneur, oh Cameroun, berceau de nos sorciers. Voilà quelqu'un. En 2021, écoutez bien, on a un petit morceau choisi. La Côte d'Ivoire a organisé des élections législatives en mars 2021. Le PDCI-RDA de Henri Konan Bédié a formé une coalition avec le mouvement des pro-Gbagbo, qui s'appelait le EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une formation nouvellement créée. Ils sont allés aux élections. Dans les 255 députés que compte l'Assemblée nationale ivoirienne, ils en ont obtenu 18. À la fin de l'année, en octobre 2021, un nouveau parti a été créé, le PPSCI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Le PPSCI n'était pas allé aux élections législatives. Tous les 18 députés du EDS ont démissionné et ont intégré le PPSCI. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le PPSCI, qui n'était pas allé aux élections législatives, vu qu'il n'existait même pas lors des législatives, a 18 députés à l'Assemblée nationale ivoirienne. Le Cameroun veut faire comme si vous voulez faire comme si vous inventez la roue. Si tous les députés du SDF démissionnent et intègrent le MRC, le SDF n'a plus de députés. Si tous les conseillers municipaux du SDF démissionnent et intègrent le MRC, le SDF n'a plus de conseillers municipaux. C'est comme ça, car telle est la loi, tout simplement. Et pourquoi c'est comme ça en Côte d'Ivoire et que c'est en principe comme ça au Cameroun, c'est que la loi qui régit cette histoire est la même. Nous avons copié cela de la France. Quand vous regardez l'article 96 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, vous trouvez la disposition selon laquelle le député représente l'ensemble de la nation. Tout mandat impératif est nul. La même phrase. Tout mandat impératif est nul. Et ça vient d'où en Côte d'Ivoire? Ça vient de la Constitution du 3 novembre 1960, qui écrit également dans son article 35, tout mandat impératif est nul. Et ça vient d'où? La Constitution du 3 novembre 60 de la Côte d'Ivoire. Ça a été copié sur la Constitution française élaborée 2 ans plus tôt, en 1958, la Constitution du 4 octobre 1958. L'article 27 de cette Constitution dit « Tout mandat impératif est nul ». Le Cameroun, c'est la même chose. C'est-à-dire, en 1960, le 4 mars, dans le cas du Cameroun, il a été inscrit dans l'article 8 « Tout mandat impératif est nul ». En 1972, il y a eu une parenthèse avec le mandat impératif où ce n'était plus possible de faire de l'exode politique, mais ça a été réintroduit dans l'article 15 de la Constitution du 18 janvier 1996. Mais attends, si les Ivoiriens écoutent celui-ci là, ils vont se demander si si les Camerounais sont cinglés d'accepter qu'ils continuent d'enseigner dans les universités. C'est vous-même qui faites que nous, les plus jeunes, on vous manque de respect. Et que la bêtise insiste toujours. Chaque week-end, il va de plateau en plateau. Il sait qu'il ment. Il sait que ce qu'il dit, ce sont des bêtises. On a des cas sous nos yeux. Même dans le RDPC qu'il soutient en allant chanter Paul Biya, il pratique la clause du mandat non impératif. Paul Biya, à qui il est allé, il a failli se tordre le bras parce qu'il voulait lui serrer la main à tout prix. Il aurait dû profiter pour demander à Paul Biya, comment ça se fait que tu as recueilli dans ta formation politique Oscar Eddy Doumbé et qu'il soit maintenant dans le groupe parlementaire RDPC? Comment ça se fait que tu as accueilli Monsieur Aka Amouam? Comment ça se fait que tu as accueilli Monsieur Justin Béjedi du MPCN, ex-militant, conseiller du MPCN et ainsi de suite? Tu pratiques le mandat impératif nul dans la formation politique que tu soutiens, et pour désavouer un opposant, tu es prêt c'est-à-dire à trahir ton propre serment d'enseignant, à trahir les propres enseignements que tu as reçus et que tu véhicules. J'ose croire.
à tes étudiants. Voilà la Côte d'Ivoire, qui a le même article que vous. Tout mandat impératif est nul. Et voilà la Côte d'Ivoire où des partis qui ne sont pas allés à l'Assemblée recueillent des élus, des partis qui sont allés à l'Assemblée. Ce n'est pas parce que ça vous énerve que ça cesse d'être la loi. Si tout le monde boycotte, démission du RDPC, tous les élus et rallient le MRC, ça devient des élus MRC. Point final. Pourquoi faire simple là on peut faire compliqué? C'est aussi simple que ça. La loi ne dit pas, et notre cher Onanguini, il a beau s'agiter, nulle part il ne va vous trouver l'article qui exige que les députés en question aient préalablement participé aux élections. Le boycott est légal et ne te disqualifie pas de la possibilité d'avoir des élus en ton sein issus d'autres formations politiques. Ils ont démissionné, c'est leur droit. Et en vertu de l'article 3, alinéa 4 de la loi de 90, ils ne peuvent pas en même temps être membres de leurs anciens partis politiques. Et évidemment, ils ne sont pas interdits d'adhérer à une nouvelle formation politique. Vous avez vu ça écrit où? Qu'un élu qui a démissionné est interdit d'adhésion à une nouvelle formation politique. Ce n'est écrit nulle part. C'est-à-dire, ce sont des citoyens, ils n'ont commis aucun crime, aucun délit. Par conséquent, aucun droit ne leur est enlevé. Vous enlevez des droits à des élus qui n'ont commis aucune faute, qui ont joui de leur droit de démissionner, tout en conservant leur mandat. Vous leur enlevez la possibilité de militer pour une autre formation politique. Ça va pas à la tête. En vertu de quelle loi, de quel texte? Ils adhèrent donc à la nouvelle formation politique et dès lors, elle peut avoir des élus. Tout simplement. Ça, c'est le con cognitif. Il veut créer des formules, le FAMLA politique, le FAMLA juridique, parce que voilà, toujours renvoyer l'idée selon laquelle le FAMLA, les Bamileke, c'est à peine s'il arrive à cacher son tribalisme. C'est-à-dire, il y a de l'imbécilité, de la vacuité, il parle beaucoup pour ne rien dire, il meuble avec des locutions latines à tort et à travers, et évidemment, il y a, voilà, cette petite fibre du nazisme hérité du père, le nazisme dont les graines ont été semées par la France, perpétuées par le biaïsme, le chantalisme, et voilà, évidemment, les élèves endoctrinés à la sauce chantalique ou chantalogique ne font que reproduire la saleté qui leur a été transmise. C'est pas pour rien qu'il dit le FAMLA jure, c'est pas pour rien. C'est lui aussi qui a créé le terme tontinard, les zélotes tontinards, c'est lui. La tontine, l'ouest, les Bamileke et tout. Et que le tribalisme a l'état pur. Le tribalisme est d'autant plus pervers qu'il est, subtil. Comme cet individu, ce sinistre individu s'en sert. Donc, s'il vous plaît, chers Camerounais, retenez qu'à l'heure où je vous parle, chez celui que vous aimez beaucoup, là, les soutiens de Biya nous ont expliqué que Paul Biya était c'était un ami de Laurent Gbagbo. Un très grand ami de Laurent Gbagbo, c'est ce qu'ils nous disent, hein, que Gbagbo a dit que Paul Biya était le seul qui le soutenait. Est-ce qu'ils savent donc que l'ami de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire utilise l'article 96 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, qui est le même que l'article 15 de votre Constitution? Tout mandat impératif est nul. Est-ce qu'ils savent que le parti de Laurent Gbagbo n'était pas aux législatives? Il n'existait même pas à l'époque. C'est un autre parti des soutiens de Gbagbo qui a transmis ses 18 députés au parti de Gbagbo. Et aujourd'hui, Gbagbo est représenté à l'Assemblée avec ça. Arrêtez le con cognitif, c'est-à-dire arrêtez, mais une fois pour toutes. Il n'y a rien de plus criminel que de distiller consciencieusement l'imbécilité à ses concitoyens. Je répète, c'est un crime à l'éducation. Luison et Somba Onanguini, ce sont des criminels. Ce sont des criminels de l'éducation. Je ne vais pas parler des Limbilobe et consorts qui est avec lui sur les plateaux. Lui, c'est un non-événement. Donc, voilà. Ça, c'est chaque fois. On va s'accrocher. On vous a dit, vous avez beau peut-être enfumer les Camerounais qui sont complexés par les titres. Je suis doctorant, je suis agrégé, et comme ça tu peux mentir, tu peux t'en donner, il y a cœur joie, et les gens sont intimidés, il y a personne pour te donner le change. Ça ne fonctionne pas ici. Un menteur ne sera pas laissé libre, n'aura pas le champ libre pour propager le venin que le régime, pour conserver le pouvoir à tout prix, l'a chargé de propager. Nous sommes là pour veiller au grain. Onanguini pratique le con cognitif, c'est-à-dire tellement que c'est devenu une sorte de seconde nature. Il parle de chaos, lui-même est un chaos ambulant. Lorsqu'un intellectuel s'adresse à un autre intellectuel dans un débat public, les enjeux dépassent largement la simple opposition d'idées. Il ne s'agit plus seulement d'une controverse théorique, mais d'un affrontement entre visions du monde, entre interprétation du droit et de la légitimité politique,
entre conception de l'engagement citoyen et du rôle des élites dans la formation de l'opinion. Dans cette optique, l'intervention récente de Wilfried Ekanga à l'encontre du professeur Owonan Guinea sur la question du mandat impératif mérite une attention toute particulière, non pas pour trancher de manière manichéenne entre le vrai et le faux, mais pour éclairer les ressorts, les contextes et les implications de cette opposition intellectuelle. Wilfried Ekanga, connu pour son éloquence, son ironie tranchante et son style d'écriture incisif, s'attaque ici à ce qu'il considère comme une falsification délibérée du droit constitutionnel par un universitaire qui jouit d'une certaine autorité académique et médiatique. En accusant le professeur Owonan Guinea de mentir sur la définition et la portée du mandat impératif, Ekanga ne se contente pas d'un simple désaccord doctrinal. Il vise plus profondément la posture d'un intellectuel qu'il juge complice du pouvoir en place, un pouvoir qu'il perçoit comme autoritaire et manipulateur, et dont il soupçonne les relais universitaires de servir d'instrument de légitimation. Le mandat impératif est en effet un concept fondamental en droit constitutionnel et en sciences politiques. Il oppose le principe selon lequel un élu doit représenter la nation dans son ensemble, et non ses électeurs particuliers, à la possibilité pour ces derniers de le révoquer ou de l'obliger à suivre leurs instructions de manière contraignante. Dans la plupart des régimes démocratiques, le mandat représentatif, dit libre, est la norme, comme en témoigne l'article 27 de la Constitution française de 1958 qui déclare que tout mandat impératif est nul. Ce principe vise à éviter que les élus deviennent des marionnettes de groupes de pression ou d'intérêts locaux. Toutefois, la réalité politique, notamment dans les pays où la représentation parlementaire est fortement déconnectée des attentes populaires, ravive le débat sur la pertinence du mandat impératif. Ekanga, dans son argumentation, reproche à Owonan Guinea d'utiliser des outils juridiques pour défendre une posture politique au service d'un régime. Il cite la Constitution camerounaise et d'autres textes de droit pour montrer que l'absence de mandat impératif au Cameroun est un choix idéologique et non une fatalité juridique. En ce sens, il réhabilite le débat en réintroduisant la dimension politique d'un concept que certains voudraient figer dans le marbre d'une interprétation univoque. Il démontre que la notion de mandat libre n'est pas neutre, mais qu'elle favorise un système où les élus, une fois désignés, échappent à tout contrôle populaire réel, surtout dans un contexte où l'état de droit est affaibli et où les institutions de contre-pouvoir sont inexistantes ou manipulées. La charge d'Ekanga ne se limite pas à une critique théorique du mandat libre. Il contextualise sa critique dans la réalité camerounaise, où les députés, sénateurs et autres élus sont souvent issus de partis au service d'un président inamovible, ce qui rend toute notion de représentation de la nation profondément illusoire. Dans ce cadre, demander la révocabilité des élus, leur obligation de rendre des comptes et leur dépendance directe à la volonté populaire ne relèverait pas d'un populisme juridique, mais d'un impératif démocratique. Il souligne que dans une démocratie réelle, le peuple ne délègue pas une fois pour toute sa souveraineté, mais qu'il conserve un droit permanent de contrôle sur ses mandataires. Ce point est capital, car il renverse l'argument classique selon lequel le mandat impératif serait contraire à l'esprit démocratique. En réalité, comme l'explique Ekanga, le mandat impératif, s'il est bien encadré, peut constituer un rempart contre la dérive oligarchique des institutions. Là où le mandat libre a été vidé de sa substance par l'accaparement du pouvoir par des élites déconnectées, il devient légitime de revendiquer un retour à des mécanismes de démocratie directe ou semi-directe, parmi lesquels la révocabilité des élus ou la possibilité de leur imposer certaines obligations programmatiques. En ce sens, Ekanga ne défend pas une thèse marginale ou fantasmatique. Il s'inscrit dans une tradition critique de la démocratie représentative, héritée de Rousseau, mais aussi reprise par des mouvements contemporains en quête d'une démocratie plus participative. Ce qu'il demande, c'est un renversement de perspective, ne plus voir le peuple comme une masse informe à qui l'on demande de voter tous les 5 ou 7 ans, mais comme un acteur permanent de la vie politique, capable de reprendre son pouvoir à tout moment si ses représentants trahissent leurs engagements. En accusant Owonan Guinea de mentir, Ekanga pointe aussi une forme de complicité intellectuelle. Il dénonce le fait que certains universitaires, au lieu de stimuler l'esprit critique, préfèrent conforter les récits dominants, même au prix de distorsions conceptuelles. Il y voit une trahison de la mission de l'intellectuel, qui devrait être, selon lui, au service de la vérité, de la justice et de la souveraineté populaire. Ce point soulève une question cruciale. Un universitaire a-t-il le droit de se positionner comme un acteur politique sans assumer les conséquences de cette posture? Et surtout,
Peut-il mobiliser sa légitimité académique pour donner un vernis juridique à des pratiques autoritaires? La réponse d'Ekanga à cette question est sans appel. Le silence ou la complaisance des intellectuels face à l'oppression est une faute morale et politique. Pour lui, Owonan Guinea n'est pas simplement dans l'erreur, il participe à un système de domination qu'il contribue à maquiller en légalisme. Cette critique est d'autant plus violente qu'elle repose sur une double accusation, celle d'infidélité au savoir et celle de trahison du peuple. Dans la bouche d'Ekanga, ces accusations prennent une dimension quasi éthique. Il ne s'agit plus seulement de débattre, mais de juger. Pour autant, il serait simpliste de rejeter d'un bloc la position d'Owonan Guinea. Celui-ci, dans ses interventions, se veut souvent nuancé et tente de montrer que la stabilité politique repose sur des principes institutionnels solides, parmi lesquels l'interdiction du mandat impératif. Il estime que laisser les élus libres de leur choix garantit une indépendance face aux pressions ponctuelles, émotionnelles ou populistes. Son raisonnement repose sur une crainte partagée par de nombreux constitutionnalistes, celle de voir le Parlement devenir un lieu de chantage permanent entre électeurs et élus, au détriment de la délibération rationnelle. Mais ce raisonnement, qui peut sembler pertinent dans un état de droit fonctionnel, devient plus problématique dans des contextes autoritaires. Ekanga a raison de rappeler que le Cameroun ne bénéficie pas des garanties institutionnelles d'une démocratie consolidée. Dans un tel système, les élus sont rarement libres, ils sont prisonniers de logiques de parti, de clientélisme et de fidélité au pouvoir en place. Ainsi, leur supposée indépendance vis-à-vis du mandat impératif devient en réalité une dépendance vis-à-vis de l'exécutif. C'est cette hypocrisie que dénonce Ekanga, et son analyse trouve ici toute sa pertinence. La tension entre mandat impératif et mandat libre est donc indissociable du contexte politique dans lequel elle s'inscrit. Là où la démocratie est vivante, pluraliste et délibérative, l'interdiction du mandat impératif peut protéger les institutions. Mais là où la démocratie est confisquée, verrouillée et formelle, revendiquer le mandat impératif devient un acte de résistance citoyenne. C'est cette dialectique que met en lumière Ekanga, en dépassant les apparences juridiques pour interroger les fondements politiques de la légitimité. Enfin, le débat entre Ekanga et Owonan Guinea renvoie à une question plus large, celle de la vérité dans le discours politique. Lorsqu'Ekanga parle de mensonge, il n'entend pas seulement une erreur d'interprétation, mais une stratégie de communication destinée à protéger un ordre injuste. Il appelle à une vigilance critique permanente, à une reconquête du savoir par le peuple, à une démystification des figures d'autorité. En ce sens, son intervention dépasse le cadre technique du mandat impératif pour devenir une critique globale des rapports entre pouvoir, savoir et légitimité. Si l'on examine plus finement le cœur de l'argumentation d'Ekanga, on comprend que son attaque contre le professeur Nguini repose moins sur une pure querelle sémantique que sur une lecture engagée des rapports de force dans la société camerounaise. En d'autres termes, Wilfried Ekanga ne cherche pas simplement à corriger une erreur conceptuelle, il cherche à mettre en lumière une dynamique de manipulation intellectuelle destinée à anesthésier la conscience politique des citoyens. Pour lui, les discours des élites, lorsqu'ils s'emploient à décontextualiser les principes juridiques, deviennent des outils d'aliénation, car ils transforment le droit en un langage inaccessible, hors du vécu populaire, déconnecté de la souffrance réelle des populations. Ainsi, l'un des axes implicites mais fondamentaux de sa démonstration est la réappropriation du langage du droit par les citoyens. Ekanga affirme, en substance, que le mandat impératif n'est pas une invention barbare, ni une revendication anarchique, mais un mécanisme légitime, rationnel, encadrable, qui peut permettre au peuple de reprendre la maîtrise de leur destin politique. En cela, il s'oppose frontalement à la prétention des juristes de confisquer le droit au profit d'une caste autorisée à parler seule au nom de la légalité. Il pose une question redoutablement subversive. Qui a le droit d'interpréter le droit? Et surtout, dans l'intérêt de qui ces interprétations sont-elles produites? Cette question n'est pas purement académique. Elle renvoie à un débat central dans les régimes postcoloniaux comme celui du Cameroun. L'écart entre la norme juridique et la norme politique réelle. On peut citer ici la célèbre distinction de Pierre Bourdieu entre le pouvoir symbolique et le pouvoir réel. Owonan Guinea incarne, dans cette analyse, la figure du détenteur du pouvoir symbolique, celui qui façonne les mots, les concepts, les justifications, tandis que Wilfried Ekanga se positionne comme celui qui cherche à démasquer le décalage entre les discours de légitimation et les réalités de domination.
Cette stratégie rhétorique d'Ekanga s'appuie sur une dynamique de dévoilement. Il cherche à montrer que la prétendue neutralité du discours juridique est en fait un choix politique déguisé. Ainsi, lorsqu'un universitaire affirme que le mandat impératif est incompatible avec la démocratie, il faut, selon Ekanga, lui demander « De quelle démocratie parle-t-on ? D'un idéal platonicien ou d'un système concret, dans un pays où la fraude électorale, la répression politique, la censure médiatique et l'achat des consciences sont monnaie courante ?» En reposant la question sur ce terrain, Ekanga oblige ses interlocuteurs à sortir de l'abstraction confortable pour affronter le réel brut, celui de l'autoritarisme masqué derrière la façade des institutions. L'efficacité du discours d'Ekanga vient donc de sa capacité à articuler un savoir technique avec une conscience politique aiguë. Il ne se contente pas d'opposer un article de loi à un autre, il remet en cause l'ensemble de l'architecture idéologique qui sous-tend la conception dominante du pouvoir dans l'espace francophone africain. Il conteste l'idée selon laquelle le peuple serait trop ignorant, trop émotif, trop versatile pour exercer un contrôle direct sur ses représentants. En cela, il rejoint les courants de pensée démocratique radicale, qui défendent l'idée que la souveraineté populaire ne doit pas être seulement une promesse abstraite, mais une réalité tangible, incarnée dans des mécanismes de contrôle permanent. En élargissant encore la focale, on peut analyser l'intervention d'Ekanga comme un symptôme d'un malaise plus profond, la rupture du contrat de confiance entre les populations et leurs élites. Ce malaise est aujourd'hui palpable dans de nombreux pays africains, où les intellectuels sont de plus en plus perçus non comme des éclaireurs, mais comme des gardiens du statu quo. C'est cette rupture de confiance qu'Ekanga verbalise de manière brutale, en accusant Owona Ngini non pas seulement de se tromper, mais de trahir. Cette accusation est grave, car elle vise à désacraliser la figure du professeur, à briser l'aura d'intouchabilité qui entoure ceux qui parlent au nom du savoir. Derrière cette attaque, il y a une volonté de désacralisation plus large, celle du discours universitaire comme monopole de la vérité. Ekanga affirme, à sa manière, que la vérité ne réside pas uniquement dans les amphithéâtres et les laboratoires, mais aussi dans la rue, dans les quartiers populaires, dans les expériences vécues. Il promeut une forme de démocratie cognitive, où chaque citoyen a le droit de penser, de critiquer, de remettre en cause les dogmes, même s'ils sont exprimés dans un langage sophistiqué par des experts réputés. Cette posture est éminemment politique, car elle vise à réhabiliter la capacité d'agir du peuple, y compris dans les sphères réputées réservées aux élites. Ce que redoute Ekanga, c'est l'effet anesthésiant du discours autorisé. Il sait que les régimes autoritaires ont souvent besoin d'intellectuels organiques pour produire l'illusion de la rationalité. Ces intellectuels, tout en se disant critiques, reproduisent des logiques de pouvoir en disqualifiant toute opposition comme étant populiste, ignorante ou non scientifique. En dénonçant cela, Ekanga ne fait pas seulement un acte de dénonciation morale, il engage un travail de refondation de la parole publique où les concepts doivent être rendus à nouveau accessibles, manipulables, discutable par tous. Il serait pourtant injuste de considérer cette analyse comme une mise en accusation globale de tous les intellectuels. Ekanga ne nie pas la valeur du savoir, mais il conteste son instrumentalisation. Il ne rejette pas le droit, mais il s'élève contre son usage comme arme de légitimation des inégalités. C'est toute la différence entre un savoir critique et un savoir domestiqué. Et c'est cette différence qu'il invite chacun à examiner, non pas seulement dans les débats télévisés, mais dans sa propre manière de penser le pouvoir, la légitimité et la citoyenneté. Dans ce prolongement, il convient de se demander quelles seraient les conséquences d'un véritable basculement vers une logique de mandat impératif au Cameroun. Une telle réforme impliquerait la mise en place de mécanismes de révocabilité, de reddition de comptes, d'évaluation citoyenne permanente des élus. Cela supposerait également une reconfiguration de l'ensemble du système partisan, aujourd'hui verrouillé par le pouvoir présidentiel. Le mandat impératif, tel que pensé par Ekanga, n'est pas un gadget théorique, mais une exigence de transformation structurelle du contrat politique. Enfin, l'intervention d'Ekanga peut être lue comme un acte de pédagogie civique. Il rappelle que la démocratie n'est pas un héritage figé, mais une conquête permanente, toujours à recommencer. Il invite chacun à se réapproprier les outils de la souveraineté, à questionner les évidences, à contester les monopoles de parole. Ce faisant, il s'inscrit dans la tradition des intellectuels critiques, non pas ceux qui confortent le pouvoir, mais ceux qui le dérangent.
Et c'est précisément ce dérangement qui est au cœur de tout véritable projet démocratique.